Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, un deuxième Comics Discovery de manière intime, puisque la semaine dernière on vous parlait de western avec Faye, avec la balade des frères Blood. On était que deux et on était intime, on a pu se poser, discuter et tout. Et là ça va être pareil, puisque je suis juste avec Judas. Salut Judas, ça va Judas ? Salut, ça va très bien, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Deux hommes au cœur de la nuit, penchés sur leur micro, prêts à se dire tout et à se promettre le monde. Voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant, je me dis tiens, ça va me permettre de discuter avec Judas et de discuter de choses peut-être plus... on est que deux, on a tout le temps qu'on veut, enfin on va pas faire un truc super long, mais j'avais envie de te poser des questions... Après, tu me dis si t'as pas envie de répondre. Mais sur ton rapport à la pop culture et sur comment tu vis la pop culture, je me disais que ça pourrait être intéressant. Peut-être que les gens, ça intéressera les gens. Peut-être qu'on n'intéressera pas les gens et peut-être pas. Si ça les intéresse pas, on les emmerde, tout simplement. Donc cette semaine, on va parler de notre grand ami Daniel Warren Johnson, et je sais même, il est pas tout seul, puisqu'il est, ils sont une petite tripotée sur ce comics, si j'ai bien compris, parce qu'il y a plusieurs dessinateurs, il est au scénario, et tac, que je retrouve mon, non, il a pas envie de s'ouvrir, voilà, j'y suis. Sur le dessin, il est aidé par Riley Rossmo. Ouais, Riley Rossmo. La couleur, on a Mac Spicer. Voilà, merci beaucoup. Et c'est toujours un vrai bonheur de lire du Daniel Warren Johnson. Et surtout de lire du Daniel Warren Johnson quand il écrit, parce que moi je trouve que vraiment il écrit très très bien, surtout quand il fait de l'indé, et là c'est particulièrement si vous l'avez pas lu, il y a Murder Falcon qui est ressorti en un format différent, dans un format un peu plus grand, un peu plus de luxe. Ah ouais, chouette, parce que vraiment les grandes batailles de kaiju, ça vaut le coup. Et ouais, moi ils me l'ont envoyé et j'étais trop content. Et c'est d'une beauté. Et j'ai Extremity qui traîne chez moi. Et tu m'avais offert Space Mullet que j'ai toujours pas lu. Il est dans ma pile à lire. Il faudrait que je le lise. Mais c'est une petite dinguerie ça aussi. Donc on va vous parler donc de The Moon is Following Us, qui n'est pas on pourrait croire que c'est de la SF, mais non, si, c'est un peu de la SF. Est-ce que tu dirais que c'est de la SF? Je dirais que c'est un peu pourri, mais c'est plutôt vraiment de la, oui, allez, on peut dire epic fantasy, space fantasy. Franchement, c'est pas mal, hein. Ouais. En vrai, ça, on reprend beaucoup l'esthétique. Après, dans ce que vraiment ça raconte, c'est plutôt fantasy urbaine en fait. Mais bref, les labels, tu sais, c'est très peu important. Ouais, tu as très raison. Mais en tout cas, c'est toujours aussi bien. On va commencer par les petites recommandations culturelles. Moi, j'en ai une parce que je suis en train de. J'ai fait cet été. Il y a Hardigan, donc le label de livres audio de Brajlon, qui faisait des brades. En fait, ils vendaient des intégrales entières de leur saga. Mais ils font ça depuis un moment. Quand j'étais étudiant, je me rappelle qu'il y avait une période de l'année à peu près maintenant où vraiment ils faisaient des soldes assez sympas, et vraiment ça permettait vraiment de se faire toute sa librairie un peu sympa, quoi. Enfin, de faire sa petite bibliothèque.
Ouais, c'est très cool. Et moi j'ai commencé, j'ai pris tout la légende de Fireman de Raymond Feist. On c'est vraiment de la high fantasy. Il faut aimer la high fantasy, bien high fantasy. Du coup, c'est sympa, mais c'est pas celui que je vais vous recommander. J'ai fait une connerie. J'ai pris l'âge de la folie de Joe Abercrombie. Et en fait, l'âge de la folie, c'est le deuxième, enfin le troisième, parce que en fait il y a toute une trilogie. Après, il y a 3 stand-alone et après, il y a l'âge de la folie. Donc, oui. C'est assez compliqué à comprendre en plus. L'édition aide pas. Ouais. Et du coup je me suis dit merde, il va falloir que je lise. En plus j'avais déjà acheté Premier Sang, qui est le premier tome de l'âge de la folie. Je l'avais pas écouté, et du coup je me suis dit tiens, je vais tous les écouter. Et là je suis à Déjà Mort, donc le deuxième tome, et c'est vraiment vraiment cool. Joe Abercrombie il fait vraiment de la bonne fantasy, et de la fantasy un peu comment dire. Bon, je vais pas dire qu'il redéfinit les codes, mais c'est intéressant parce qu'il prend plein de clichés de personnages. Donc vous avez le barbare un peu bas du front, le chevalier qui cherche à tout prix à devenir un grand héros, le magicien, la sauvage et tout. Et en fait, il arrive à twister un peu ces personnages, à en faire des vrais personnages humains. Auxquels on trouve plein de défauts et plein de qualités qu'on n'aurait pas forcément dans un bouquin de fantasy. Il fait des équipes un peu parce que c'est un peu à la Game of Thrones. Vous avez des chapitres en POV, donc en point de vue, sur plusieurs personnages, et à chaque fois vous suivez plusieurs intrigues qui se déroulent au même moment, mais pas aux mêmes endroits. Et c'est vraiment cool. Moi j'ai vraiment bien aimé, et je crois que je vais tout lire. Je sais pas si je vais lire les stand-alone, parce que ça fait beaucoup, parce que ça commence à faire 6 bouquins pour comprendre tout le truc, mais je recommande. C'est vraiment cool. Moi, d'après ce que j'ai compris, en plus les stand-alone ne sont pas obligatoires pour comprendre l'histoire. Je sais pas si tu les as lus, parce que tu avais l'air de connaître. Moi j'ai lu Servir froid de et c'est bien. Compris. C'était vraiment chouette. Après je l'avais lu quand j'étais étudiant. Ouais. Mais je sais absolument plus où est-ce que ça se cale dans la timeline. Du coup c'est le premier stand-alone apparemment. Okay. T'as la première loi, et après t'as Servir froid. Et après t'as l'âge de la folie. Donc et en fait l'âge de la folie apparemment c'est sur les enfants des personnages de la première trilogie. Donc si vous connaissez pas les tenants et les aboutissants, ça peut être compliqué. Et il y a un autre, j'en profite, j'ai commencé un autre bouquin, c'est attendez, je vais en trouver mon portable parce que sinon j'aurais pu. C'est de Marc Laurence, et c'est pas mal. Au début je crois que c'était vraiment c'est de la fantasy pure et dure. En fait non, c'est de la SF. Ça s'appelle le livre de glace, et c'est intéressant parce que c'est au début ça commence sur des personnages d'Inuit, des tribus Inuit, qui sont dans un monde complètement glacé, où pour survivre c'est complètement dur, c'est super dur. Et en fait ils ont une espèce de rituel qui pourrait paraître un peu dégueulasse. C'est que tous les 3 ans ils amènent leur gamin face à une espèce de chaman, et si l'enfant n'a pas les bons gènes entre guillemets pour survivre à la glace, et il le balance dans un trou. Et il y a une gamine, et on suit une gamine, c'est une héroïne qui elle est passée la première fois, et elle en fait tu passes 2 fois, tu passes une fois quand t'as 3 ans, et une fois après tu repasses encore une fois, non, une fois à 6 ans, et après 3 ans après. Et là elle sait qu'elle a réussi à passer la première fois, mais là elle est en train de se dire mais non, cette fois je vais pas passer. Je sens que je suis pas comme mes parents qui eux supportent beaucoup plus le froid
froid, ont beaucoup plus d'endurance et tout. Et en plus, elle a une espèce de lien avec une magie bizarre, et on lui dit qu'il faut absolument pas qu'il utilise cette magie. Et là, elle y va en se disant bon bah je vais crever avec son petit frère. Et elle va devant le chaman, et le chaman lui dit ah non, toi tu restes avec moi. Je sens que t'as quelque chose d'important. Je sens que t'as un lien avec du coup avec cette magie. Donc forcément, t'as l'impression qu'il va lui dire bon bah tu vas devenir une chamane. Et là il y a son petit frère qui passe, et il balance son petit frère dans le trou. Et elle se dit mais merde, je vais pas laisser mon petit frère y aller, et elle va plonger dans le trou. Et en fait on comprend que il ne tue pas les enfants, il les emmène dans un espèce de monde sous la glace. Et en fait sous la glace il y a tout un monde, mais notre monde à nous, qui a été congelé. Et les gamins récupèrent du fer, récupèrent des trucs mais face à des espèces de menaces de trucs SF un peu. Et ça part c'est intéressant comme twist. Et ouais, c'est super intéressant comme twist. Et ça part dans un délire un peu SF fantasy bizarre, et c'est super cool. Il y a plein de personnages différents, et c'est super bien. Ça s'appelle L'Âge de glace de Marc Lawrence. C'est vraiment cool, et c'est encore une fois chez Brajlon. Si vous aimez bien les trucs font Brajlon, bon, même si ça a été racheté par Hachette, et notre ami, non pas vraiment notre ami, il s'appelle le mec qui a acheté CNews. Oui, tout à fait. Je sais plus. Mais ouais, c'est Bolloré, voilà. Ouais. Bon, c'est vrai que Brajlon, vraiment en termes d'import US, ils sont vraiment de base, ils ont construit vraiment leur maison dessus. Hein. Ouais, bah oui. C'était vraiment, là je parle vraiment, d'il y a 25 ans, hein, mais du coup des gars qui avaient vraiment repéré que sur le marché US il y avait des trucs qui avaient jamais été importés et qui marcheraient giga bien. Et ils ont vraiment fait leur argent comme ça en fait. Ils ont bâti leur maison, et ils ont vraiment eu des auteurs qui ont évidemment très très bien vendu en France, quoi. La fantasy, ça marche. Enfin, c'était un peu vu comme un truc de merde par les éditeurs français, d'après ce que j'ai compris. Et Brajlon est arrivé. T'avais vraiment l'idée que, en fait, c'est vraiment ça. En fait, c'est le fait d'accepter de faire j'allais dire, c'est accepter de faire de la sous-culture, parce qu'en fait, t'avais vraiment cette idée de, pour que la fantasy soit noble, il fallait qu'elle soit travestie. Ouais. Dans la culture française, tu vois. T'avais pas vraiment cet aspect vraiment, pulp y avait, mais en fait c'est des cultures qui sont mortes en fait dans l'édition au bout de quelques années. Et en fait, Brajlon a vraiment fait son identité sur on embrasse vraiment l'esthétique fantasy américaine. Parce que en fait ça s'assume, et il n'y a pas besoin du coup de le travestir dans une maison qui se donnerait des gages à côté, ou qui ferait genre non mais c'est pas vraiment un truc pour ados, etc. machin. Non, ils y sont allés à fond, ils ont eu raison. Ils ont même fait de la bitlit et tout. Enfin, ils sont allés dans le truc qui marchait bien en disant il y a pas de les 19 tomes d'Anita Black là, bien sûr que ça a vendu. Bah ouais. D'ailleurs, c'était une des questions avant que tu fasses ta reco. J'avais envie d'avoir ton parce que finalement, les gens le savent parce qu'on l'a répété plein de fois. T'es bibliothécaire, donc la pop culture, ça a quand même une grande part dans ta vie, quoi. Parce que tu t'en as fait je sais pas si tu considères que en étant bibliothécaire, tu as fait de la pop culture un peu ton métier. Parce que tu partages de la pop culture toute l'année, quoi. Est-ce que toi tu fais une différence entre pop culture et culture populaire? Alors moi j'ai vraiment pas de. Je sais que je ne balancerai pas de nom, mais il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps. Oui, moi je considère que la littérature blanche et la littérature noire, il y a que la littérature blanche qui compte vraiment comme de l'œuvre culture, et le reste c'est de la soupe.
et c'est un ancien de Comedy Discovery qui m'a dit ça, il se reconnaîtra. Non, pour moi tout est de la culture, enfin il n'y a pas de... Oui. En fait, t'as vraiment une culture qui s'est construite parce que faut pas se leurrer aussi, quoi. La culture populaire a toujours existé. Par contre, la culture qui est souvent passée à la postérité, c'était de la culture issue des mécènes, avec vraiment toute cette idée très bourgeoise en fait. La culture était pour s'élever, était pour faire parler de soi, pour tout ça. Au contraire, du coup, la culture populaire est souvent passée en fait par des biais peu reconnus, mais en fait a fait son chemin à divers moments et en fait était bref. Pour moi, en fait, je suis complètement dans de la culture populaire. C'est-à-dire que et ça va aller dans mon métier. Moi, je suis pas dans une bibliothèque de conservation où je vais conserver du coup avoir 10 000 classiques, etc. et puis tout l'intégrale des correspondances de Sartre, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais par contre, mettre à disposition de la culture qui intéresse et la culture qui fait du coup la vie des gens, rendre accessible du coup des choses qui voudraient écouter, qui voudraient regarder, qui voudraient lire. On m'a dit que tel livre était bien, ou bien mon cousin m'a parlé de ça. Et en fait, le fait qu'il puisse y avoir accès le plus facilement possible et sans avoir à passer par un truc, par des barrières symboliques, et vraiment essayer d'avoir le moins de barrières symboliques à entrer. Quand je dis barrières symboliques, c'est-à-dire pour beaucoup de gens, le simple fait de pousser les portes d'une librairie, c'est pas leur monde. Oui. C'est pas du tout le truc. Et alors que si t'as été depuis l'enfance amené avec des assos, avec des parents qui trouvent des choses intéressantes pour leurs enfants parce qu'ils sont en galère ou quoi, etc. Si on a réussi à faire exister ce lien avec un lieu et qui soit perçu comme étant familier, ou en tout cas un lieu où les gens sont le bienvenu et n'ont même pas à se poser la question de s'ils peuvent rentrer ou pas, c'est là en fait qu'on a gagné, parce qu'après en fait les gens dans tous les cas ils consomment de la culture. Je connais personne qui ne consomme pas de culture. Oui. Et en fait mais après c'est comment est-ce qu'on la fait vivre et qu'est-ce qu'on permet aussi aux gens de voir hors de de pouvoir du coup accéder à de la culture qui ne fait pas partie de leur cercle entre guillemets, quoi. Et c'est là que on va essayer un petit peu alors je vais pas non plus partir dans un grand Damasio, je vais pas te dire que oui, la littérature fait sortir des déterminismes, parce que ça j'y crois absolument pas, mais par contre juste parfois laisser du coup des portes ouvertes, ça permet vraiment à créer soit des chemins d'exception, soit des chemins du coup singuliers. Et c'est ça qui est en fait intéressant dans les parcours des gens, en fait, de pas, parce que plus tu maintiens les gens en leur disant toi tu fais partie de tel, enfin toi du coup t'as une culture qui est faite pour toi, il faut que tu et que soit t'as pas à t'intéresser à autre chose, soit ça vaut pas le coup que tu t'intéresses à autre chose, et en fait c'est là qu'on va vraiment avoir des gens qui ne se parlent plus entre eux. Ouais. C'est vraiment là que tu vas avoir en fait des mondes qui vont évoluer complètement différemment. Si tu veux faire une société, si tu veux créer du lien, en fait, il faut que tu casses absolument tout ce qui est, j'allais dire communautarisme littéraire. C'est le terme communautariste est un peu teinté politiquement maintenant, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, toute la violence un peu culturelle de se dire oui, moi je lis des vrais livres, ouais. Mais même l'idée de littérature blanche et littérature... Il y a peut-être des gens qui savent pas. Moi, c'est toi qui me l'as expliqué, qu'il y avait une littérature blanche et une littérature noire. Du coup, la littérature noire, c'est tout ce qui est de genre, donc le polar, enfin de genre. Il y a encore des gens qui vont dire que... Toi, tu dis de genre parce que tu es habitué au cinéma aussi. Oui. T'es habitué au cinéma, et au cinéma, on parle beaucoup de films de genre. Oui. C'est un terme qui est aussi obscur en soi. Qu'est-ce que c'est de genre? Oui, mais en fait, c'est le genre, ça veut rien dire, quoi. Il y a des, si tu tisses un petit peu, exactement. En fait, si tu tisses un petit peu, en fait, c'est des genres qui sont dérivés en fait de culture populaire. Quand tu regardes du coup sans aller très très loin, tu vois, le roman à la base, c'est vraiment une culture populaire. Du coup, t'as
t'as des romans feuilletons, etc. Et vraiment, t'as des choses comme ça qui sont très typées avec des codes très marqués, etc. Et donc ça a fait dériver après genre avec de la romance qui peut être vraiment de la romance à l'eau de rose, c'est du genre aussi. C'est de la littérature noire, c'est de la littérature noire quelque part. Jane Austen, tout ça, tu mets dans la littérature noire? Non. En vrai, non, parce qu'en fait, ça a été vraiment accaparé, enfin, ça a été vraiment intégré dans une culture littéraire, ouais, au sens littéraire un peu prout-prout, hein, on va pas se le cacher. Mais donc non, ça fait partie de la blanche. Mais du coup, après, du coup, on va vraiment désigner la noire comme étant tout ce qui va être tu l'as très bien dit, quoi, du polar, du thriller, des choses un petit peu qui vont aller vers même de l'horreur aussi, c'est de la noire. Et après à côté t'as des trucs de quasiment sous-littérature pour les gens en fait, avec ça pouvait être à l'époque les romans harlequins, etc. Aujourd'hui ça va être vraiment toute la littérature adolescente. Ouais, la dark romance, ce genre de truc, quoi. Exactement. Enfin c'est très mal considéré par des en vrai, je dis ça, mais même, ça se rencontre, hein, mais c'est assez rare de voir quand même des gens qui vont frontalement te dire, oui, ça c'est de la sous-littérature, quoi. Sauf peut-être s'ils sont dans des galeries ou j'en sais rien, mais. Moi, je connais des gens qui m'ont dit ça, et encore une fois, je ne balancerai pas. Mais, ouais, mais en fait, mais après, tu vois, il y a toujours une recherche de embourgeoisement aussi. Ouais, parce que quand tu recherches de la légitimation, que ce soit en fait, tu vas aussi la rechercher dans ta consommation culturelle, quoi. Ouais. Si tu veux renvoyer l'image de toi de quelqu'un de cultivé, de machin, tu vas pas forcément. Tu vas t'intéresser au cliché, hein, et c'est complètement cliché parce que en vrai, mettons, tu vas t'intéresser au théâtre, alors qu'en vrai, quand tu regardes vraiment ce qui fait l'actualité au théâtre, ce sont des choses assez avant-gardistes, etc. Mais pourtant, les gens qui disent s'intéresser au théâtre c'est pas vraiment c'est pas vraiment la réalité concrète de ce que c'est que ce domaine de l'édition ou ce domaine artistique qui les intéresse. C'est vraiment l'image sociale que ça renvoie, quoi. J'ai trop parlé, j'ai perdu mon fil. Mais toi, t'as quand même une grosse culture classique, on est d'accord. Mais ça vient de tes études ou c'est tes parents qui t'ont Non, ça vient des études. Mais c'est, grosse culture classique. J'ai envie de te dire non, parce que je suis dans la moyenne basse de mon cursus universitaire, on va dire. Ah moi, pour toi, j'ai l'impression de vraiment pas avoir lu les bouquins qui de l'ITA. Enfin, après moi j'ai qu'un BEP, donc forcément j'ai pas un niveau universitaire très haut, même pas de niveau universitaire parce que j'ai pas assez le lycée classique, mais moi quand tu parles et quand tu me parles de géopolitique ou quand tu me parles de on voit que tu sais de quoi tu parles et que tu t'avances pas des trucs parfois ça m'arrive, hein, vraiment, hein. Parfois je peux balancer des trucs un peu, je suis pas trop sûr, mais bon, allez, on va dire ça. Non, ça m'arrive quand même de faire un peu des esbroufs, hein. Mais parce que même si j'essaie, c'est surtout que en fait avec les gens que j'estime et que j'aime, j'ai pas envie d'avoir des artifices, en fait, donc j'évite. Parfois ça sert un petit peu, mais genre vraiment non. Enfin, si je vous respecte et si j'ai envie qu'on discute vraiment, je vais vous dire quand je suis pas sûr, hein. Bien sûr. Ah, mais après, en vrai, en fait, ça dépend du référentiel. En fait, de là où t'évolues, quoi. Je discutais avec une collègue et elle m'a dit un truc qui m'a fait bien rire, c'est que on a eu un truc très similaire, en fait. Elle avait très bien retenu. Allô ? Oui, je suis toujours là. Écoute. Pardon. Excuse-moi, mon ordi, c'est... Bref. Il y avait un truc qu'il avait marqué quand elle avait débarqué à la fac de lettres. C'était vraiment un des profs qui leur avait dit « Ah, écoutez, pendant ces vacances, moi, je vous conseille de relire La Recherche. » Donc, La Recherche du temps perdu, un roman fleuve très, très connu. Tu l'as lu, toi, du coup ? C'est super intéressant. J'ai lu du côté de chez Swad, mais j'ai pas continué après. D'accord. Voilà. J'ai dû lire quelques pages par-ci par-là, mais histoire de juste savoir un peu de quoi ça parle, quoi. Ouais, mais voilà. Mais du coup, c'était pas du tout première année de fac, et c'était pas du tout. Ah, vous devriez lire La Recherche. Non, vous devriez penser à relire La Recherche. Ah ouais, il fallait déjà l'avoir lu et déjà. Et vraiment, et en fait, on a été très fort. En fait, très vite, les promos de lettres, tu deviens vraiment très fort pour faire semblant d'avoir lu un truc. Parce que l'attendu, il est tellement fort en termes symboliques, en fait.
que tu te dis oh là là mais qu'est-ce que je fais dans ce truc alors que j'ai pas lu tel truc tel truc ouais mais bon des classiques de la littérature française il y en a 250 hein. Oui bah oui. T'as pas le temps dans une vie hein. Mais t'as été quand même vers ce genre de lecture là, il y a un moment où tu... Ouais. Moi je sais que genre au lycée j'étais vraiment j'ai eu un coup de cœur pour Flaubert. Ouais. Et j'ai lu tout Flaubert. D'accord. Par exemple, etc. Après, je suis allé voir des trucs, il y a des trucs qui m'ont pas plu. Je sais que j'ai lu quelques Hugo, mais j'y retourne pas, etc. Mais ouais, non, il y a des auteurs que j'aime bien. Après, bon, moi, j'aime pas trop la poésie, mais par contre, je sais que j'aime beaucoup Ponge. Mais bref, il y a des choses comme ça que j'ai un peu poncé parce que tu te dis là dans le milieu où j'évoluais, où je voulais faire des études, etc. En fait, c'était aussi bien vu d'être un peu spé quoi. Oui, et de pouvoir en fait un petit peu comme ce qu'on fait ici. Hein. C'est-à-dire que on va avoir creusé un peu un sujet et vu qu'on en parle très bien et vu qu'on réussit à en parler et vu que on réussit à montrer qu'on est intéressé, qu'on a compris quelques trucs à propos de ce truc, et après par effet Julien Lepers en fait les gens vont penser que vraiment en fait la personne maîtrise vraiment tout, en fait elle est super intelligente. Il suffit que tu drops trois noms d'auteurs et les gens pensent que tu t'y connais beaucoup alors que tu connais juste 2-3 noms d'auteurs et t'écoutes vraiment, enfin si tu réécoutes les premiers épisodes de Comics Discovery où j'étais j'avais pas les refs hein. Je sais que j'arrivais dans le comics en me disant allez let's go, je sais pas trop ce que ça va donner, c'est parti. Et en fait voilà, enfin je répondais à moitié des trucs et après par contre j'essayais vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière, etc. et de m'interroger aussi sur ce que je lisais quoi. Moi j'ai fait pareil quand j'ai commencé à écouter Comics Blog, qui est le podcast qui m'a donné envie de faire Comics Discovery, où en fait il y avait beaucoup de name dropping et en fait moi je notais les noms et je me disais bon ça faut que je lise, ça faut que je lise et c'est un truc que j'avais au début, on s'était dit faut vraiment qu'on essaie malgré nous je sais que j'ai eu des retours de personnes qui nous disaient qu'on le faisait beaucoup, mais parce que en fait quand t'es lancé dans le truc il y a des noms que tu cites comme si c'était normal d'avoir lu Alan Moore ou d'avoir lu du Brian Azzarello et que quand tu dis ah oui c'est comme tel truc ou tel truc et pour toi c'est un classique qu'il faut avoir lu et c'est vrai que moi l'idée de Comics Discovery c'est vraiment de pouvoir montrer que c'est un truc qui est ouvert à tout le monde et qui malgré et c'est encore plus dur parce que t'as la continuité, ce qui fait que t'as des personnages, je pense à Spider-Man, si tu dis One More Day ou à quelqu'un qui connaît pas, il va dire oui ok, et si tu dis à quelqu'un, tu dis One More Day à quelqu'un qui a lu One More Day, ça va lui dire quelque chose de spécifique puisque c'est un arc qui a fait un tournant spécifique dans le personnage de Spider-Man. Et ouais, c'est bon, je connais la planche célèbre, je la vois. C'est bon, ouais, j'ai quelques codes. Pour les gens qui ne sauraient pas, One More Day, c'est le moment où en fait il y a eu tout un run de Straczynski où Spider-Man a vieilli un peu et où il s'est marié avec Mary Jane et il y a le responsable éditorial qui était Joe Quesada ou Quesade, je ne sais plus, qui a dit mais non en fait Spider-Man doit être toujours un ado et toujours être un loser, et donc il a fait séparer Peter et en fait tout le monde a oublié qu'il a été avec Peter parce que mais que savait que Spider-Man, enfin que Peter Parker était Spider-Man par Mary Jane aussi, et il y a une espèce de reboot de Spider-Man en mode il est redevenu, on l'avait fait évoluer, on l'avait fait devenir un adulte et ils l'ont fait redevenir une espèce de loser pour que les gens se réhabituent à et en fait ça a un peu traumatisé tous les gens qui lisaient tout le run de Straczynski qui était génial et au final c'était peut-être pas une bonne idée, mais bon c'est ce qu'a décidé c'était cool ça. Ouais. Est-ce que tu as une reco à nous proposer? Écoute, moi en ce moment dans ma vie il ne peut y avoir qu'une seule recommandation. Oui. Il ne peut y avoir qu'une seule activité parmi toutes les autres. Je sais de quoi tu parles. C'est un jeu vidéo avec des insectes. Et je suis à fond dans Silk Song qui est enfin sorti.
à la surprise de tout le monde. Tout le monde pensait que le jeu ne sortirait jamais, vu que c'était devenu un peu une blague, etc. Mais donc Silksong, c'est un jeu vidéo Metroidvania. Donc je vais expliquer après ce que c'est. Mais du coup, qui est la suite spirituelle et même quasiment directe de Hollow Knight, qui est un jeu du coup qui est sorti en 2017 et qui est peut-être un de mes jeux vidéo préférés. En tout cas dans le top 4-5. Et en fait, Hollow Knight et maintenant Silksong, ce sont des Metroidvania, c'est-à-dire que ce sont grosso modo des jeux de combat et de plateforme où on va vraiment explorer une carte et au bout d'un moment acquérir de nouveaux outils, de nouveaux pouvoirs qui vont nous permettre de débloquer de nouvelles zones pour explorer davantage, voire même de débloquer de nouvelles choses dans les zones qu'on avait déjà explorées. Et comme ça, on va pouvoir un petit peu explorer toute la carte, affronter des ennemis, trouver des boss, vaincre les boss, obtenir des pouvoirs, et du coup avancer comme ça jusqu'à terminer le jeu. Et Hollow Knight est sorti en 2017, et c'est, je pense, le premier jeu que j'ai vraiment tryhard. Donc quand on dit tryhard, c'est vraiment genre d'essayer, etc. Parce que moi, je suis pas du tout un joueur qui jouait pour la difficulté. J'aimais pas du tout ça. Tu mens. Je t'ai vu jouer à Sekiro et tu mens. Mais maintenant, parce que je pense, parce que je pense en fait que c'est Hollow Knight qui m'en a donné le goût. Ouais, le goût. Ouais. C'est-à-dire que en fait, moi quand on me met face à un boss qui me tue en 3 coups et que je dois réessayer au moins 10-20 fois pour espérer le battre, moi ça me décourageait. Et ça me décourage parfois encore. Ouais, tu vois, je t'ai vu jouer à Sekiro et je t'ai vu refaire. Tu l'as fait combien le dernier boss? Enfin, il y a beaucoup de try avant de pouvoir. J'ai jamais fini Sekiro parce que je me suis arrêté avant le dernier boss. Ah. Et genre j'ai pas joué pendant 2 mois et du coup après j'étais en mode l'abandon. Là j'ai plus dans les mains donc c'est mort. Mais bref, donc officiellement j'ai pas terminé Sekiro. Mais le combat contre la chouette était génial et ceux qui l'ont fait du coup le savent. C'est vraiment un combat que j'ai adoré. Ah ouais. Mais vraiment c'était trop bien et pour le coup vraiment mais j'ai passé 4-5 jours quoi à essayer 1 à 2 heures par jour etc. Mais c'était bien, j'aimais vraiment bien. Bref, et du coup c'est que ce goût là en fait il m'est venu un petit peu dans Hollow Knight où en fait t'as vraiment une direction artistique qui est fabuleuse. C'est tout dessiné à la main, t'as plein de petites animations. Et du coup, on est un insecte qui va explorer des galeries pleines d'autres insectes dans un style très personnage dessiné, cartoon, etc. Vraiment, il y a pas, c'est pas des vraies fourmis quoi. Mais il y avait un truc où vraiment, à la fois, je commençais à comprendre les mécaniques et puis en fait, le jeu m'intriguait tellement. Parce qu'en fait, il m'avait vraiment bien vendu et en fait, c'était un des enfin, moi, je sais que un des jeux que j'ai préféré découvrir en rétro gaming, que j'ai fait au lycée ou sur émulateur, c'était Super Metroid. Okay. Et quand j'y avais joué, j'activais des cheats pour passer les gros boss parce qu'ils étaient trop durs. Mais bref. Et en fait, dans Hollow Knight, en fait, j'ai retrouvé vraiment cette ambiance-là que j'aimais bien, qui m'intriguait trop, et j'avais trop envie de voir la zone d'après et de découvrir qu'est-ce que le jeu avait encore derrière. Que en fait, ça m'a motivé à faire les boss. Et au final, en fait, j'ai commencé à bien aimer les boss. Et en fait, j'ai fini Hollow Knight et maintenant, plusieurs années après. Sa suite sort, Silksong, avec un personnage qui est du coup, donc là on joue Hornet, qui était un personnage du premier jeu mais qui était pas jouable. Là du coup c'est elle qui est au centre de l'aventure et on va pareil avec une intrigue où en fait on est enlevé par des insectes qui semblent être d'une religion un peu bizarre, qui prient, qui chantent. Ils nous ont mis dans une cage avec de la soie magique et il nous emmène dans le royaume de Farloon. Et au début de l'aventure, par un petit truc, on arrive à se libérer et on tombe tout en bas et on se réveille dans un petit coin moussu et hop, c'est parti, on est Hornet, on est libéré et on veut maintenant des réponses et on va partir un petit peu explorer tout ce royaume pour savoir qu'est-ce qui se passe.
actuellement, du coup, le personnage est trop bien parce qu'en fait, il a vraiment beaucoup plus il est beaucoup plus aérien, beaucoup plus rapide. Le jeu est très rapide à certains moments, vraiment, et ça fait que les boss sont plus difficiles. Vraiment, ils ont corsé la difficulté, mais par contre, vu qu'on a beaucoup plus d'outils, c'est assez intéressant. Donc vraiment, moi, je me régale dans le jeu. C'est un vrai plaisir et j'ai battu les boss avant qu'ils soient nerfés par la mise à jour, petite fierté. Mais voilà. Et donc là, je suis en plein milieu de l'acte 2 tranquillement et c'est toujours aussi un plaisir. Je suis contre un boss qui est très agréable, qui est un boss avec une thématique d'horloge. Voilà. Ceux qui voient le jeu et ceux qui font le jeu pourront reconnaître. D'accord. Donc ton amour de tuer des animaux virtuels de jeux vidéo continue encore et encore. Tu ne veux pas t'engager dans cette pente. Attention. D'accord. Okay. Bon, je plaisante, mais James me charrie parce que dans un jeu vidéo. On en a parlé, hein. je l'ai dit, je sais pas si t'étais là, mais je l'ai dit en live que tu avais explosé un écureuil à coups de pied dans Baldur's Gate. Non, mais ça, il méritait. Ça, c'était quelque chose de différent. Bref. Ah oui, le chien, c'est vrai, le chien. Je sais pas si j'en ai parlé. Le chien, je l'ai en travers de la gorge parce que tu dis à tout le monde que c'est ma faute, alors que c'est vraiment ton spell qui l'a tué. Mais bref. Mais oui, mais c'est toi qui as engagé le combat. Parce que bref. Oui, c'est vrai, c'est moi qui te suis dit de faire cette, c'est vrai. Bon, c'est vrai. J'assume d'avoir tué le chien. Je l'assume. Qu'est-ce qui se passe? On est juste deux dans le vocal et tu es plus honnête qu'en groupe. Ouais. Bon, en vrai, c'est pas très étonnant. Voilà, donc Marocco, c'est Silksong qui est sorti. Et Hollow Knight, si vous l'avez pas fait. Ouais. Qui coûte 20 balles, qui est trop bien, et voilà, c'est une pure merveille de plateforme et combat, avec une direction artistique super, et les musiques sont cool. J'ai entendu les musiques, parce que tu les as utilisées dans un JDR qu'on a fait ensemble, et les musiques sont très bien, donc je peux approuver. Et ben, on va se lancer petit à petit dans The Moon is Following Us, excusez-moi. The Moon is Following Us. D'ailleurs, si vous ne followez pas Comics Discovery, nous vous recommandons toutes les. Vas-y, fais ta pub. T'as vu, j'ai fait une transition youtubeur. Bravo, c'est génial. Vous pouvez nous follow sur toutes les plateformes que vous voulez et nous écouter sur toutes les plateformes que vous voulez. Et si vous nous écoutez sur Spotify, vous pouvez le faire. Sachez qu'on vous juge un peu, mais c'est pas grave. Non, pas tant que ça. En vrai, on comprend bien sûr. Ah, on comprend? Ah non, je comprends pas. Enfin, si aussi. Mais sachez que bon, renseignez-vous. Le patron de Spotify fait des petites dingueries avec votre argent. Donc ouais, c'est un peu, il y a pas mal de choses, tout à fait. Ça, je valide. Hein. Je suis parti aussi de Spotify pour cette raison. Bref, et d'ailleurs, du coup, donc si les IA analytiques de Spotify font un transcript de ce podcast, oui, voir, pas de problème. Vous pouvez très bien que tout ce qu'on dit, pas de souci. Ouais. Moi, si vous voulez m'enlever de Spotify, ça me dérange pas. J'assumerai cette. En vrai, non, parce qu'il y a des gens pour qui c'est pratique, ils ont l'abonnement, etc. Donc, oui, c'est sûr, mais pas mal. C'est pour les gens qui sauraient pas, le patron de Spotify est très. Les gens feront leurs recherches. Hein. Allez-y. Faites votre recherche et vous et votez. Mais j'ai appris cette semaine. Que en termes de rémunération des artistes aussi. Hein, ah oui, ça fait très très mal effectivement. Ils sont c'est ceux qui sont les plus durs en fait. Hein. Ouais, heureusement que Taylor Swift a ouvert sa gueule un peu sur ça. Ils ont changé des trucs grâce à elle. Oui, à la marge. Ouais, bon. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu que c'était les municipales en mars, donc et j'ai vu un truc super intéressant que Strip Press a mis en place. Ils ont mis une carte interactive pour savoir quelle municipalité
pourrait passer à l'extrême droite. Ce qui ne vous dites pas que, parce que il y a peut-être des gens qui se disent les municipales on s'en fout, c'est des élections un peu bâtardes, ça apporte pas grand chose au niveau national, mais si quand même, parce que ça fait des je sais pas, par exemple toi au niveau de la bibliothèque il y a beaucoup de trucs de la municipalité qui au niveau des budgets, il y a beaucoup de trucs culturels qui viennent de la municipalité, non? Bah oui, complètement. En fait, mais même les gens s'en rendent bien compte parce que c'est quand même une élection, il y a quand même pas mal de participation, mais qui varie beaucoup en fonction des quartiers, bien sûr. Mais du coup, c'est vraiment les municipales qui vont impacter vraiment au plus proche notre mode de vie. Ouais. Ça va définir tout l'urbanisme, ce qui est plutôt important. Les aides aux associations qui sont dans les villes, qui sont proches, des choses comme ça. Ça va pouvoir être aussi, en fait, beaucoup lorsque vous êtes parents. Et également, vraiment, ça va être vraiment les écoles, les activités extrascolaires, ça va vraiment extrêmement dépendre. Et pareil, voilà, aussi, en termes de, ça touche vraiment à toutes les choses, y compris, les services publics au plus proche dans les municipalités, c'est vraiment aussi c'est ce que les gens estiment parmi les plus importants dans les préoccupations avant les élections. Maintenant, il faut voter en adéquation avec ces intérêts-là. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'a mis Street Press, et si vous êtes dans une municipalité qui pourrait tourner à l'extrême droite, il y a moyen, je crois qu'ils ont mis en place des trucs pour militer et pour oui, mais notamment c'est très utile pour les militants, parce que du coup tu vas pas forcément investir ton temps pour militer dans une ville entre guillemets qui est déjà gagnée. Ouais. Par contre, vraiment essayer du coup de cibler les villes où c'est tendu, et c'est pour essayer de faire la différence à ces endroits-là. Moi j'ai regardé autour de chez nous, c'est pas trop. Montpellier, on est plutôt bien. Il n'y a pas trop de trucs ça va. où ça tourne de l'autre côté. Donc ouais. Mais regardez, on sait jamais. Et voilà. Je suis désolé, un peu de politique. Il y a toujours un peu de politique dans Comics Discovery, parce que. Écoute, c'est pas comme c'est pas comme des pieds dedans. Hein. Oui, non, mais malgré tout, on a un éditorial et on est un podcast tourné à gauche, et c'est comme ça. Et si vous n'êtes pas content, vous avez pléthore d'autres trucs pour aller écouter des mecs de droite qui parlent de comics. Il y en a, c'est pas ce qui manque, hein, vous inquiétez pas. Il y a juste à voir les questions que tu m'as posées pendant 40 minutes aussi. Hein. Oui, c'est vrai. On a déjà fait 40 minutes. Le mystère est pas vraiment là. Donc The Moon is Following Us. Est-ce que j'ai un pitch? J'ai même pas un petit pitch. Faudra que tu chapitres là pour que les gens puissent arriver directement ici. Ouais, non, même pas, j'ai la flemme. Les gens écouteront, ou les gens avanceront. Et je vais juste je cherche juste le pitch de Urban, parce que c'est compliqué à expliquer. On est sur une espèce d'aventure. Ouais, ok, oui, donc Urban ne m'aide pas beaucoup. Je vais aller directement sur leur site, ça va être plus simple. Donc on est sur une aventure autour de deux personnages qui veulent sauver leur fille, qui sont dans un monde un peu bizarre, avec plein de... On est entre la SF et la fantasy, avec plein de trucs, et en fait on va comprendre très vite que leur fille, donc qui s'appelle Penny, qui a 6 ans, est dans une espèce de coma. Ils ne se réveillent pas, et on leur a proposé, grâce à une technologie, de rentrer à l'intérieur de ses rêves pour la sauver. Et en fait, ces deux parents vont la sauver, vont essayer de la sauver. Et comme d'habitude avec Daniel Bryan Johnson, comme vous avez lu Murder Falcon,
vous avez lu peut-être pas. Et un peu dans le même style, où t'as un pitch un peu concon, et en fait derrière ce pitch un peu concon, bah non, il te parle d'autres trucs, il te parle de maladie, il te parle de deuil, il te parle de plein de trucs intéressants, et j'ai pas envie de vraiment on va essayer de vraiment pas spoiler parce que il y a plein de petits twists. Enfin, Judas disait qu'il les avait vus arriver. Moi, il y en a certains que j'ai pas vu arriver et que j'ai trouvé vraiment intéressant. Comme on le disait au début, il y a 2 dessinateurs puisqu'il est pas tout seul au dessin. Et il y avait et je l'ai plus. Donc Daniel Warren Johnson et vas-y, mais agrandis-toi. Pardon. Riley Rossmo. Je sais pas ce qu'il a fait, Riley Rossmo. Est-ce que tu peux me donner ton avis pendant que je cherche ce qu'a fait Riley Rossmo? En fait, c'est un comics qui est purement du Daniel Warren Johnson en termes de scénario, et c'est ça qui est intéressant. Ouais. On a du coup donc Duncan et Sam du coup qui sont les parents qui essaient de sauver du coup leur fille, de la pousser à se réveiller parce que dans ses rêves, elle est aussi attaquée. Ouais, par la cascade. Voilà, ce qu'ils appellent la cascade, qui ressemble à une sorte d'infection ou de choses comme ou de choses qui viennent hors de ou qui sont, on sait pas trop s'ils viennent de ses rêves ou pas, mais plutôt de ses rêves, qui sont vraiment des sortes d'envahisseurs en armure noire, etc. Avec divers mutants, diverses choses comme ça, qui sont en train complètement de prendre le contrôle sur ses rêves, sur son imaginaire. Et du coup, ce qui va être super chouette en termes de chorégraphie, ce qui est un peu fourre-tout, mais c'est complètement voulu. Pour moi, c'est une sorte de façon de faire un peu du multivers footrack, un peu extrêmement pulp, oui, c'est très fun. Parce qu'en fait, on va avoir l'inconscient en fait de leur fille qui va donner vie à des personnages qui vont être leurs alliés. Oui. Notamment, on a du coup ce Brio qui est un personnage incroyable, qui est du coup le crapaud, pas la grenouille, le crapaud du coup qui est du coup son ancienne peluche qui s'est fait rouler dessus par une voiture, qui du coup porte un cache-œil. Mais il est fantastique ce personnage, bref, il est vraiment très cool, et il défouraille avec 2 mitrailleuses, enfin c'est vraiment complètement ça. Et donc on va avoir le premier aspect vraiment du comics qui est super chouette, c'est que il y a des grosses scènes de bagarre complètement fantasques, avec des personnages, des mêlées entières d'ennemis noirs, avec au milieu du coup des personnages au chara-design tarabiscoté, de la princesse licorne au crapaud avec des flingues qui défouraille à tout va, ça décapite, ça mitraille, etc. Il s'amuse beaucoup avec ça, ouais. C'est très très fun, vraiment en termes de... Et le découpage est vraiment génial à ce moment-là aussi, parce que tout de suite t'as toujours en fait une suite de cases, mais il va beaucoup s'amuser en fait à faire du coup se désaxer les cases pour ensuite perdre une case au milieu d'une grande scène, et tu te rends même plus compte en fait que c'est une case. Bref, t'as des choses comme ça vraiment en termes de découpage d'action, c'est vraiment super chouette, et encore plus que ses précédents comics. Je trouve qu'il arrive très très bien à passer dans ces scènes d'action de la petite case individuelle au gros champ de bataille sans qu'on se perde et qu'on sache vraiment à tout moment où est qui, etc. Vraiment, tu passes à chaque fois de dimensions de grandeur gigantesques, que ce soit avec des monstres, avec des grandes batailles, à la dimension beaucoup plus petite entre un duel entre 2 personnages ou une action vraiment marquante, etc. Donc c'est vraiment super chouette. En termes d'intrigue ensuite, évidemment, je pense que vous avez commencé à vous en douter, il y a plein de choses qui vont évoquer. Moi, je pensais vraiment partir sur de suite, ça va pouvoir évoquer pas mal de choses, même dès les premières pages, en fait, avec du coup un enfant qui est endormi dans une sorte de coma, et qui combat une infection dans son corps, etc. machin. De suite, vous avez compris, on a tous compris que ça allait parler un petit peu de sujets comme ça, avec de la maladie, de affronter du coup des combats qui peuvent être perdus d'avance ou pas, on sait pas trop, etc.
Et ce qui est particulièrement touchant dans cet opus, c'est le traitement du coup des deux parents. Ouais, le traitement de la parentalité est vraiment bien. Exactement. Où en fait on va vraiment te représenter leur douleur, te représenter tout ça avec, et c'est même, ça va aller jusqu'au plus en fait, c'est qu'on a littéralement une version très idéalisée en fait de l'enfant. Leur fille, elle est lumineuse, elle est pleine de vie, etc. Et moi j'ai même du mal à savoir qu'est-ce qu'est de la part de fantasme du parent là-dedans, quoi. Oui, c'est sûr. Et moi, ce que j'ai trouvé très très fort, c'est comment il a réussi en très peu de cases à personnifier les deux personnages des parents. Oui. Où vraiment, tu comprends très vite comment fonctionne le duo et comment fonctionne leur dynamique. Et c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est intéressant sur ce qu'apporte chacun des parents à son enfant et dans la psychologie de l'enfant et dans moi ça m'a fait beaucoup réfléchir à ça sur comment moi je veux pas d'enfant parce que pour des raisons personnelles, mais je me dis oui, tu t'amènes une vie sur Terre et ça demande tellement de responsabilités et tu les vois les deux se battre à tout prix pour récupérer cette gamine. Et avec des façons de voir les choses différentes, et c'est marrant. Je trouve qu'il le switch par rapport à ce qu'on pourrait croire. Parce qu'on a une mère qui est très qui est un peu en mode allez, on fonce, qui a un côté qu'aurait peut-être plus donné à un personnage masculin, le côté un peu tête brûlée, et le père, un côté lionne aussi, hein, ça ouais, c'est vrai, ouais, un côté protectrice, effectivement, ouais, tu as raison, mais tout à fait, enfin, dans une radicalité de la fin, genre je vais défendre mon enfant par tous les moyens. Ouais. Et sans penser aux conséquences, quoi. Il y a pas de, c'est-à-dire que la conséquence est toujours considérée comme négligeable par rapport à l'urgence de la situation. Ouais, effectivement, ouais. Et à la légitimité de son amour pour son enfant. Et je trouve que l'univers est assez bien foutu parce que on a tout un truc sur, effectivement, on est sur un monde onirique, donc avec tout un monde sans trop vous en dévoiler. Il y a le monde des rêves et il va y avoir le monde des cauchemars, et il y a ce que va apporter les parents dans ces cauchemars, et les peurs des parents ont apporté quelque chose à l'enfant. Et je trouve ça intéressant de se dire que en fait tu sans le vouloir et sans forcément se dire oui, je transmets ça à mon gosse, en fait tu le fais sans le faire exprès, quoi. Oui, et c'est beau, je trouve, comme façon. C'est assez triste, mais c'est complètement ça, en fait. C'est que t'as vraiment une transmission des traumatismes de génération en génération. Ouais. Et parfois de choses qui sont pas réglées depuis longtemps. Tout à fait. Et ça, en fait, évidemment, les enfants, ils y sont immergés. Ouais. Et ensuite, ouais. Vas-y, excuse-moi. Ensuite, moi, je vais un peu te prendre à rebours et peut-être te surprendre, te twister la gueule sur l'écriture des parents. Ouais. Qui, pour moi, est le point faible du comics. Moi, il y a des trucs qui m'ont déçu. D'accord. Chez les parents. En fait, il y a, si tu veux que je développe un petit peu. Vas-y. En fait, leur caractérisation, moi, je la trouve un petit peu trop simple et un petit peu trop facile, on va dire, parce que même en fait au début, dans les premières pages, le père, par exemple, du coup, on te le montre qu'il est réticent à tuer, que c'est pas quelque chose qu'il veut promouvoir, etc. Dans un contexte où, pour eux, ils sont dans la tête de leur fille contre des créatures qui sont presque pas réelles, je trouve ça un petit peu, en tant que lecteur,
pour moi, c'est pas crédible. Oui, il n'y a pas de conséquences réelles au fait de tuer des. Mais c'est en tant que lecteur, tu vois. Et si j'étais vraiment à sa place, peut-être que j'aurais le même truc de non, c'est trop. Il y a un truc étrange, bizarre. Non, ça va trop long pour moi. Je sais pas quoi. Je sais pas comment je me sens par rapport à ça, etc. C'est possible. Mais en tant que lecteur, c'est un petit peu facile. Enfin, je veux dire, du coup, genre, je prendrais dans un monde qui est ancré dans une réalité avec des conséquences, etc. Dans un monde qui se passe dans un espace onirique. Pour moi, ça fait un petit contre-pied. Mais au-delà de ça, c'est pas ça qui me dérange, en fait. Pour moi, les parents, en fait, il manque toute une dimension d'écriture chez les parents. En fait, leur interaction entre eux, etc., ils sont entièrement définis par rapport à leur relation, par rapport à leur fille. Oui, il n'y a pas de... Chacun, ils vont beaucoup te parler, du coup, de leur fille, etc. Chacun ont très conscientisés et vont parler de la façon dont ils veulent se comporter par rapport à leur fille, ce que leur fille représente pour eux, et ce qu'ils veulent lui apporter, et ceux qui les motivent à la sauver. Par contre, entre eux deux, ce n'est pas un enjeu, enfin ce n'est pas quelque chose, et c'est un peu étrange, parce que on a en fait au début vraiment des tensions dans leur couple, qui font complètement penser à des tensions, par exemple, quand un enfant vit des grandes difficultés, un enfant malade, un enfant décédé, en fait souvent ça va casser des couples, en fait, parce que c'est juste trop tragique, en fait, et tu vas forcément mettre une part de responsabilité sur l'autre, même sans le vouloir, etc. Tu vas juger la façon dont l'autre personne se réagit à ce qui se passe de mal, etc. Alors que même que t'as conscience que ça va jamais être quelque chose que tu dois, tu te dis, oui, non, mais là, il vit un truc terrible, je peux pas le juger pour ça. Mais quand t'es confronté à la même chose, quand t'es du coup l'autre partie, quand t'es la seconde moitié de ce couple-là, tu vas immanquablement, en fait, avoir le ressenti de, mince, là, je suis en train de juger le comportement de la personne qui est à côté de moi, qui vit la même douleur et qui en souffre pareil, quoi. Et c'est vraiment ça se ressent assez bien, en fait, et qui est assez touchant, parce qu'en fait les deux parents sont confrontés à un truc très difficile qu'ils n'auraient jamais dû vivre et réagissent de deux façons, je vais pas dire diamétralement opposées, parce que c'est pas le cas, mais avec des nuances, avec des choses comme ça, et ils peuvent pas s'empêcher, du coup forcément ça va être cette différence là qui va créer une tension, qui va être un moment de compliqué, quoi. Mais ce qui m'a déçu, c'est que ils en parlent jamais. Ils ne résolvent jamais entre eux ce souci-là ou cette chose-là. Ils vont pleinement être dédiés à sauver leur fille, et en fait, et même à la fin, en fait, ils vont jamais vraiment en avoir parlé. Ils vont jamais avoir eu de vraies discussions entre eux. Et en fait, c'est la relation entre les deux parents que je trouve qui n'est pas exploitée. Et c'est ça qui m'a un peu déçu. Et c'est le cas, en fait, dans beaucoup de couples de parents. Mais si je te demande, James, Sam et Duncan, pourquoi ils s'aiment? Oui, on n'a pas eu ce... Alors qu'il y avait de quoi, peut-être, etc. Après, bon, c'est un comics en 10 numéros, il n'y a pas non plus place pour trop de superflu, mais tout de même, je trouve que ça manque vraiment la caractérisation des personnages, et ça fait que j'ai été un peu moins investi dans leur histoire que dans d'autres titres de Daniel Warren Johnson. Donc c'est qu'un seul personnage, et du coup c'est peut-être un peu plus simple de... C'est ça. Exactement ça. Et en fait, par contre, ce sont des personnages qui sont extrêmement dans la lignée de ce que fait Daniel Warren Johnson, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui vont porter le poids du monde sur leurs épaules, ou en tout cas avoir vraiment toute la tristesse du monde sur les épaules. Que ce soit par rapport à un truc très personnel ou par rapport à autre chose, excuse-moi. Que ce soit par rapport à un truc très personnel ou très macro, ça va être des personnages qui vont souffrir, et qui vont souffrir seuls, qui vont prendre le poids seuls sur des trucs, etc. Dans Falcon, il le partage avec son alter ego, mais c'est toujours la même personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a une symbolique. Là, c'est un couple de parents, et ils sont tous les deux traités très individuellement. Ouais, c'est vrai. Chacun dans je porte ma douleur et je vais l'affronter seul. Alors que c'est un couple. Et que, en fait, leur relation tu vois ce que je veux dire, quoi. Ils n'affrontent pas vraiment la situation en tant que couple, mais en tant que deux personnages qui portent leur peine et qui parfois se reprochent des trucs, parfois se réconcilient.
Même pas, bon, sans trop vous en dévoiler, il y a deux espèces de némésis. Chacun a sa némésis. Oui. Et les deux le gèrent tout seul en fait. Il n'y a pas de partage de. Oui. Et ça m'a beaucoup choqué, enfin sur le second. Oui, sur thématique. Oui, mais il n'a pas envie de le partager. Moi, enfin. Oui. C'est compréhensible de se dire oui, non, j'ai pas envie de le. Et l'autre personnage, à un moment, va dire oh, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est aussi dur pour toi, mais je vais t'aider. Et en fait, pour moi, ça, c'est un passage qui est très bizarre aussi, parce que t'es en couple avec la personne, tu voudrais affronter ce truc avec lui, tu voudrais partager sa douleur, en fait. Et c'est quelque chose sur lequel le personnage ne s'ouvre pas, et que je trouve un peu étrange pour un comics qui va entièrement parler de relations entre les gens et d'affronter ses traumas. Ouais, mais il le dit à un moment qui encore une fois sans trop dévoiler, il le dit, si j'en parle, ça peut lui arriver. Oui, donc et c'est une très belle phrase, mais il s'arrête à cette phrase-là, il le dépasse jamais. Ouais, c'est une phrase qui est très marquante, mais pour moi, elle aurait vraiment dû partir sur enclencher une réflexion et après être déconstruite, etc. Parce que en fait, c'est pas une façon de. Enfin, on va pas juger la façon de guérir. Oui. Mais oui, je veux dire, pousser les gens vers le déni, et pas le déni, mais vers enfonce tes problèmes plus loin. C'est comme ça que gère tes problèmes tout seul, quoi. Non, ouais, c'est pas comme ça qu'on gère quand on gère des traumas. Quand t'as un traumatisme, tu vas voir un psychologue, tu en parles, tu ne fais pas non, je n'y pense pas et je vais faire comme si ça n'existait pas. C'est vrai que c'est un peu ça. Et un peu ça. Après, c'est pas tout à fait le cas, parce que tu vois, en fait, son trauma revient pour le blesser et son trauma, le condamne presque, tu vois. Ouais. Mais du coup, ça n'aboutit pas non plus sur la seconde partie qui serait plutôt orientée vers comment dépasser ce constat-là, quoi. Alors que la mère, elle arrive à le. Oui, tout à fait. Ouais. En partie, ouais. Mais encore une fois, en fait, sans l'autre partie du couple, c'est un peu étrange. Ouais. Voilà, je pense que c'est vrai. Mieux, quand tu le dis, il a traité les personnages comme de très individualistes. Ouais, c'est vrai, c'est totalement vrai. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à un film de Valérie Donzelli, qui est pas du tout. C'est un film beaucoup plus terre à terre sur un couple. Ça s'appelle La guerre est déclarée et c'est sur un jeune couple. Qui est réalisé par Valérie Donzelli, qui est une actrice suisse, et c'est avec Jérémy Alcaïn, et c'est un couple qui va avoir un enfant, et en fait on va découvrir que l'enfant est malade, et en fait on va voir le combat de ce couple face à la maladie, et à quel point c'est dur et c'est horrible. Et ce qui est la particularité, c'est que en fait c'est un peu une histoire vraie, puisque c'est les deux acteurs ont vécu ce drame, et en fait ils le montrent dans le film. Le film est très beau, le film est génial. Si vous l'avez pas vu, voyez-le. Et c'est fou. En fait, on voit un couple. Tu disais, oui, ça va briser un couple. Effectivement, on voit un couple éclater au vol face à la maladie, quoi. Parce que c'est dur de vivre, surtout quand t'as un enfant si jeune, face à la maladie, quoi. Je sais que c'est genre un truc que si vous avez des trigger warnings, genre à Faye, jamais je lui montrerai. Faye a commencé à lire le bouquin et elle s'est dit non, en fait non, je ne vais pas. Elle aime comme la maladie, tout ça, c'est pas trop son délire. Elle m'a dit lis-le et dis-moi. Et puis après il y a Judas qui lui a dit attention, il y a des serpents toutes les 2 pages, donc peut-être que tu évites de le lire. Oui, elle a évité de le lire.
Et même j'ai voulu lui raconter l'histoire, elle m'a dit oh non mais ne me dis rien, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas. Surtout pas. Ouais, mais c'est très dans la lignée de ce qu'on meurt. Effectivement, Murder Falcon est peut-être pas plus. Il y avait la surprise quoi. Effectivement, là on retrouve l'écriture de Warren Johnson. Vous aurez moins la surprise que vous y avait dans Murder Falcon où on vous disait tu comprends qu'est-ce que mais moi je me suis laissé prendre quand même par ces personnages et par ces twists et j'ai été je l'ai lu d'une traite et j'ai adoré. J'ai pas pleuré comme j'ai pu pleurer pour mais après peut-être que le fait que j'ai lu Murder Falcon pile dans les moments où ma belle-mère est morte d'un cancer et ça parle de la même chose. Du coup j'ai dit mes propres problèmes au travers de ça. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'a plus parlé, mais c'est vraiment si vous avez aimé ce genre de truc ou si vous aimez aussi Akil Giant ou même l'autre Sergeant Immortal Sergeant des deux de Joe Kelly et de Cam Nimura qui est un peu dans le même délire où effectivement au travers d'un comics un peu concon on essaie de vous parler de thématiques un peu plus lourdes. Moi j'aime bien ce genre de titre, c'est un peu ce genre de lecture un peu surprise qui me retourne et que j'aime quoi. C'est très bien dit. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, enfin, je vais juste prendre un peu le temps juste de le préciser aussi. Visuellement, c'est vraiment super ce titre encore une fois. Enfin, presque voilà. Moi, les chara design sont trop bien. À part les parents que je trouve un petit peu bon, enfin, c'est pas mon délire quoi. Le reste, il y a vraiment il y a des chara design incroyables. Le mage. Un chara design que j'adore. Sa cape est fantastique. Enfin, il y a tout le mélange. Vraiment, il est super ce magicien. Il est vraiment cool. Je sais pas. Il y a un petit côté Adventure Time, je trouve. Parce qu'il y a vraiment. Chez lui, je suis d'accord un peu. Ouais. Ce côté un peu enfance. Parce que si vous avez pas vu Adventure Time, il y a un côté un peu naïf, mais du naïf cruel et un peu. Même plus Fiona Cake, je dirais. Le côté un peu apocalyptique. C'est un côté très très naïf avec c'est des oursons ou des bonbons qui vous attaquent, mais non, ils vous attaquent quand même. Il y a de la violence, il y a du gore, mais c'est dans des chara design un peu rigolo et mignon. Gros coup de cœur pour le chara design du démon chauve-souris. Ah oui, il est très beau. Ouais. Qui est génial, vraiment. Enfin, il a une sorte de capuche avec une sorte de créature crevée, enfin genre de truc il a les yeux qui sont cousus façon peluche. Et il porte une capuche avec une tête d'animal un peu empaillé, enfin c'est bizarre machin. Il est magnifique ce personnage. Et l'araignée aussi. L'araignée je suis moins sensible, mais ouais. Bon, j'ai bien aimé. Il y avait un petit côté Dark Sasuke. Complètement. Un peu genre Eldrick, mais vraiment, ouais, tout à fait. Ouais, c'est un peu Itachi pour les gens qui. Petit rapport avec le. D'ailleurs, je suis très content. On n'a pas eu trop de retour, mais j'ai vu, il y a plein de gens qui sont venus voir l'épisode sur Naruto. C'est super cool. Ouais. D'ailleurs, si vous avez pas vu, parce que je l'ai mis après, il y a Lola qui nous a fait un super visuel. Que j'ai mis après sur le site, autour de Naruto, et son visuel il est dingue, donc allez le voir sur le site, sur l'article. Son dessin il est magnifique, et allez la suivre sur Instagram, parce que peut-être je sais pas si elle va faire le Inktober. Bon, je sais pas si le jour où Lola commencera à être régulière dans ses publications et à vraiment poster ce qu'elle fait, ça va exploser, je suis sûr. Ouais, il y a moyen, parce qu'elle a vraiment trop de talent, c'est fou, hein. Faut qu'elle arrive à publier quelque chose et à faire c'est dingue, elle est trop forte. Elle est trop forte.
Bon, est-ce que tu voulais encore dire quelque chose sur ce comics de Daniel Warren Johnson? Lisez-le. Simplement. Franchement, c'est chouette. Franchement, ouais, c'est cool. Et puis en vrai, si c'est votre premier Daniel Warren Johnson, foncez. Hein. Ouais, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, et on ouvre pour le chat. D'accord. Très important, vous avez vu le chat. Vous avez vu le chat. Ouais. Le chat qui a... Je parle de ma vie, mais le pauvre, il s'est fait enfermer dehors hier ou avant-hier. Et il a été traumatisé. Je crois que tout Montpellier l'a entendu hurler à la mort parce qu'il était enfermé dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Je me fais engueuler parce qu'il faut pas que je dise ça dans le podcast. Mais comme elle sait que je ne coupe pas, ce sera dit quand même. C'est pas grave. Bon, pour en revenir du coup aux comics, ma petit bémol, histoire de faire une petite critique, je trouve le titre pas super justifié. Ouais, il y a pas de lien avec. En fait, c'est un lien émotionnel, qu'ils ont un moment avec un. Bref, sans vouloir spoiler, mais je le trouve assez faible par rapport au reste du titre, et pour mériter le titre, je ne sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi il a pris ça comme titre. Ouais. Bon. Après, des fois, ils prennent. Il y a des titres qui. Je ne sais pas. En tout cas, on vous le conseille. On remercie Urban Comics de nous avoir fourni le PDF pour le lire. C'est très cool. Sachez qu'on est en train de... enfin, je dis ça, mais on est en pré-prod. On est en pré-prod, je pense. Sur BD Discovery. Donc peut-être qu'il y aura des épisodes qui arriveront un jour, peut-être, on ne sait pas. On a des idées, mais là c'est des affaires d'emploi du temps et de... Ouais. Et on avait des idées aussi pour un autre truc autour de la BD avec Judas. Donc surveillez ce flux. Ouais. Ce sera sur ce flux. Voilà. Peut-être que je vais lui faire l'air du Natacha. Non, t'as pas envie de lire on verra le film en plus comme ça. On fait un double. Je préférais relire Landfust. Ah ouais, relire Landfust, ouais, ce serait marrant. Non, je veux dire ça à Natacha. Ah. On interprète pas mal ce que je. Non, attends, je me suis pas engagé. Vous êtes témoin, c'est pas ce que j'ai dit. Merde. Je crois que j'en ai lu des Natacha quand j'étais jeune, mais j'ai plus de souvenirs. Est-ce que c'est vraiment si misogyne que ça ou c'est je sais pas. J'en ai strictement aucune idée, ce sera une question intéressante. Ouais. Mais je sais que j'en ai lu, parce que j'étais abonné à Spirou, donc il y en avait dedans. Et j'ai, à la bibliothèque, T'en as à ta bibliothèque des Natacha? Non. Mais je pense pas qu'il y en ait encore dans les médiathèques, ça... Tu crois? Bah, c'est une grosse série quand même. Ouais, mais est-ce qu'il y a eu des réimpressions au cours des 20 dernières années? Je suis pas sûr. Ah, je sais pas. Peut-être. Est-ce que vous avez des Yoko Tsuno encore? Oui, on en a. C'est trop bien, Yoko Tsuno. Si vous avez pas eu si vous vouliez faire l'air de la franco-belge à vos enfants, faites lire du Yoko Tsuno, c'est trop bien. C'est vraiment chouette, ouais. Sur ce, on va vous laisser. C'était un petit podcast très cool. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir pour passer ce moment avec vous. La semaine prochaine, de quoi on parle? C'est Silent Jenny la semaine prochaine, si j'ai pas de bêtises. Eh oui, je reviens. C'est le retour. Trop bien. 2 épisodes en 2 semaines. Tu fais Hélène de... Qu'est-ce qui nous arrive, James? C'est vrai. tu vas devenir... mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de te recevoir. Est-ce que tu viens pour Helen of Winren avec Tom King et Bill Kisavely? Ouais, il y a Diane aussi qui vient. S'il y a trop de monde, je laisserai ma place, mais il y a jamais trop de monde, c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais vous verrez, on a vraiment plein de trucs cool qui vont arriver dans l'émission. Voilà. Moi je sais pas vous, mais je trouve ces épisodes où il s'est plus en live plus cool et plus chill. Moi ça me fait un bien fou de juste me poser et de pouvoir discuter avec mes amis. J'espère que vous appréciez autant que moi. Voilà. Sur ce, on vous fait des bisous. Vous pouvez, il y a un épisode de Charmed Ones qui est sorti si vous aimez bien Charmed. Et on a quoi d'autre à annoncer? Rien d'autre, je crois. Donc voilà.
Et puis sur ce, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Vous connaissez la chanson. Et puis voilà, la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye.